Alors, je vous présente nos invités. Jean-Numa Ducange, historien. Merci de l'applaudir. Gilles Candard, historien. Et Charles Sylvestre, vice-président des Amis, auteur aussi, quand même. Il a quand même pas mal écrit sur notre camarade Jaurès, notre créateur. Je signale parce qu'il est là. Charles, c'est le co-créateur des Amis de l'UMA, mais en vérité le vrai créateur des Amis de l'UMA. Donc c'est l'âme des Amis de l'Humanité. Donc à chaque fois qu'il est là, il faut toujours le rappeler et ne pas l'oublier, mon Charles. Alors, c'est toi qui as eu l'idée de ce débat, en vérité. Pas à cause de la guerre en cours, parce que cette guerre, on connaît l'agresseur, on connaît les agressés, si je puis dire, mais à propos de la guerre. Et tout de suite, tu t'es dit, il y a quelques mois en arrière, quand Poutine a attaqué l'Ukraine, pour dire les choses clairement, tu t'es dit, la guerre, les nations, etc. Jaurès, voilà, tout de suite Jaurès. J'ai envie de vous poser une question à tous les trois pour commencer. Quand on pense à Jaurès, question simple, que nous dit les mécaniques de guerre? Est-ce que ça éclaire le présent? Oui, bonjour. Et Jaurès et la guerre. Oui, alors, ce qu'il faut, peut-être la première chose qu'on peut dire sur Jaurès et la guerre, c'est qu'effectivement, il est resté souvent dans la mémoire populaire et nationale comme un homme qui luttait contre ce danger de guerre, comme un homme de paix, etc. Mais je crois qu'on peut aller effectivement plus loin. C'est pas seulement que Jaurès, disons, est un grand pacifiste, comme je le voyais sur la plaque de l'esplanade de Jaurès, fondateur de l'humanité, pacifiste, assassiné en 31 juillet 1914. C'est aussi quelqu'un qui a consacré une bonne part de sa vie à analyser la guerre, à réfléchir sur la guerre et à travailler sur les causes des guerres. Lui-même, ça a été remarqué parfois, n'est pas étranger par son vécu aux guerres, parce que dans sa famille, il y a eu beaucoup de militaires. Il se trouve que lui et son père ne l'étaient pas, mais enfin, deux cousins amiraux, son frère finira amiral, et puis quand on regarde, l'oncle capitaine, un qui est sergent, il connaît la guerre par des souvenirs, disons, familiaux, par ce qu'il a vécu. La ville de Castres, où il vivait, il y avait 11% de militaires en uniforme, il voyait passer tout ce monde-là. Et on dit souvent que le 19e siècle est un siècle de paix. Ça veut dire qu'il n'y a pas de très grande guerre générale, mais des guerres qui font quelques dizaines de milliers de morts, il y en a sans arrêt. Guerre de Crimée, où son oncle, qui finance en partie ses études, perd une jambe, est un Saint-Syrien. Et puis, guerre du Mexique, guerre d'Italie avant, la guerre de 70, là, il est enfant. Et puis après des expéditions coloniales, il connaît tout ça. Comme député, par exemple, on pourrait s'imaginer que Jaurès, on a l'image du grand tribun socialiste, on va le retrouver dans des commissions comme la commission du travail ou la commission des affaires étrangères. Aujourd'hui, ça serait logique. Non. La commission où il voudra siéger, dès que les socialistes auront le droit de siéger dans une des commissions permanentes, c'est la commission de la guerre. C'est vraiment sa spécialité. D'ailleurs, un des livres qu'il a eu le temps d'écrire, il y en avait plusieurs en projet, mais il n'en a pas écrit tant que ça, c'est sur l'armée nouvelle, donc réfléchir à la défense nationale. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il ne refuse pas de réfléchir à la guerre. Il réfléchit à la guerre, il va réfléchir à l'armée, il va réfléchir à comment faire en cas de guerre. Mais il va aussi réfléchir à ce qui amène les guerres, et c'est là, évidemment, ça me paraît intéressant, parce qu'on résume parfois son analyse avec une citation très célèbre, mais qu'on modifie souvent. Quand on pense à Jaurès, on pense souvent « Ah oui, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». C'est une belle phrase, mais quand on regarde exactement ce que Jaurès a dit, ce n'est pas tout à fait ça, et c'est intéressant de réfléchir à la nuance. Jaurès dit « Votre société chaotique et violente porte en elle la guerre comme la nuée porte l'orage ». Et après, il reprend « Votre société capitaliste qui est un exemple de société particulièrement chaotique et violente ».
Donc Jaurès va bien mettre en cause les responsabilités du capitalisme et les rivalités économiques et capitalistes dans les guerres, mais en même temps, il sait très bien que la guerre ne se réduit pas à ces seuls affrontements, comme on a eu parfois un peu tendance à le croire, je dirais par une tendance un petit peu, entre guillemets, autrefois on aurait dit économiste. Il y a aussi les nationalismes, il y a aussi, disons des facteurs politiques ou d'autres facteurs culturels qui peuvent pousser à la guerre. Et Jaurès essaye de tout prendre. Quand il va réfléchir aux causes de la guerre de 70, il va réfléchir aussi aux erreurs de la diplomatie française qui ont amené à sa guerre. Ce n'est pas un point de vue, si vous voulez, qui est un point de vue trop unifiant. Ça, c'est toujours la marque de Jaurès, d'ailleurs. Il essaye toujours, disons, de penser dans les recoins, de voir, bon, oui, il y a des causes économiques, mais aussi les autres causes, et de faire leur analyse. Et ce qui est important, à mon avis, ce qui fait qu'il est resté aussi avec cette image de grand combattant pour la paix, c'est qu'effectivement, il va sortir un petit peu de la période des slogans ou des facilités. Au XIXe siècle, il y avait souvent, en France, je dirais que souvent on était, alors même à gauche, pour son pays, parce que c'était son pays. C'est un peu ce que dit Kipling, qui n'est pas un homme de gauche, enfin qui est un grand esprit d'époque, écrivain anglais, qui dit « pour mon pays qu'il ait tort ou raison ». Et puis parfois, vous avez d'autres réactions qui sont pas forcément pour mon pays qu'il ait tort ou raison, mais qui sont parfois aussi un petit peu, je dirais, automatiques. Alors, vous savez que Jean Humain est un grand spécialiste de Jules Guesde. Bon, Jules Guesde, parfois, il dit la guerre. Ah bah oui, la société bourgeoise va s'effondrer. Coule, le sang du soldat russe, c'est bien, parce que la révolution va en sortir. Et Jaurès réfléchit aussi aux conséquences des guerres. Et d'ailleurs, il va dire, oui, les guerres peuvent provoquer des changements révolutionnaires, mais quel type de changement révolutionnaire? Et il va être assez pessimiste sur le fait qu'une révolution sociale sortie d'une période de guerre risquerait de produire un socialisme de guerre. Et qu'est-ce que c'est qu'un socialisme de guerre? Quelles vont être ses caractéristiques? Est-ce que ça va être durable? Vous voyez que donc, il anticipait quand même une série des problèmes qui se sont posés au XXe siècle. Et dans sa réflexion sur les causes de guerre, qui est à mon avis une réflexion assez large, assez ample, ce qui me paraît pouvoir justement être intéressant pour nous, c'est qu'il n'est pas dans l'automatisme, il y a une seule responsabilité, il essaye de prendre en compte toutes les choses. Et comme il est dans une époque où il y a aussi des systèmes d'alliances diplomatiques qui se sont mis en place, triple alliance, triple entente, l'une face à l'autre, il va être très attentif à tous les mécanismes qui peuvent pousser ces alliances diplomatiques, en principe faites pour se protéger, à se transformer en alliances agressives. Et donc il aura, je dirais qu'une grande partie de son combat va être de proposer des solutions pour que ces alliances évoluent vers des conceptions plus ouvertes et plus pacifiques. Je dirais que dans la situation politique dans laquelle nous sommes au début du XXIe siècle, on voit bien qu'il y a des alliances qui se présentent en principe comme des alliances pacifiques, sur lesquelles il serait bon de réfléchir aussi et de voir, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles sont responsables de tout ce qui ne va pas dans le monde, mais de voir si leur mécanisme, leur logique, si leur politique concrète va toujours dans le sens de la paix, ou si on ne pourrait pas, si on ne devrait pas, évidemment, parfois les réviser et voir ce qu'il faudrait faire pour que, disons, leur orientation soit moins dangereuse, soit par évolution, solution réformiste, soit éventuellement par suppression. Les deux ont été essayés, les deux, je dirais, peuvent interroger, parce que le pacte de Varsovie s'est dissous, ça n'a pas réglé tous les problèmes. L'OTAN a continué, on en parlera peut-être, ça n'a pas réglé non plus tous les problèmes, on le sait bien. Donc voilà, à mon avis, comment je situerai, disons, Jaurès dans sa réflexion sur les guerres. Je passe la parole à l'historien. Oui, merci pour... Oui, tout à fait. En complément de ce qui vient d'être dit, bon, ce qui est clair, c'est que Jaurès n'est pas ce qu'on pourrait appeler un pacifiste absolu. Il n'exclut pas de sa perspective la possibilité qu'il y ait une guerre, et toute guerre n'est pas mauvaise dans toute l'histoire de l'humanité, pour caricaturer. Parce qu'il y a eu après, notamment, un pacifisme radical absolu qui a pu conduire à un certain nombre de politiques. Il n'est pas non plus, je commence par des négations, une manière comme une autre d'introduire, quelqu'un qui est, comme le sont d'autres socialistes à l'époque, notamment en Allemagne, quelques-uns, une sorte d'internationaliste absolu qui considérerait que la perspective de l'humanité
c'est à terme la disparition des nations, peut-être pas des cultures nationales, mais des nations, des frontières. Jaurès pense fondamentalement que nous évoluons, dit-il à l'époque, dans un monde où il existe une interdépendance politique, économique de plus en plus forte, et où, tenant compte du fait qu'on est dans un siècle, après c'est le siècle de l'industrialisation quand même, qui a modifié beaucoup de choses, où on fabrique toute une série de produits, notamment des produits allemands, mais pas uniquement, et que, tenant compte de tout cela, il faut définir une ligne théorique, politique, dirions-nous, qui permette d'éviter qu'un conflit général s'embrase. Voilà pour ces quelques premiers éléments. Ensuite, de quels outils dispose-t-il et comment intervient-il avec ces outils? Il y a évidemment une attention très forte aux questions diplomatiques. Dit comme ça paraît complètement banal. Mais certains, dans le mouvement socialiste, en France et ailleurs, considèrent que commencer à rentrer dans les logiques diplomatiques, d'essayer d'impulser le fait que tel État s'allie avec un autre, c'est rentrer, entre guillemets, dans une logique bourgeoise, capitaliste, qui ne doit pas concerner le mouvement ouvrier. Alors vous allez me dire, ah mais tout ça est caricatural, sauf qu'à l'époque, quand il y a des grèves, notamment, il y a des répressions très fortes de l'État, on tire sur les ouvriers, il y a des morts, donc il y a toute une série des militants socialistes et syndicaux qui considèrent que quand on commence à rentrer dans le jeu des États, on est dans le mauvais camp. Et Jaurès, pas le moment de te tromper, n'est pas comme ça, et il considère qu'il faut, entre guillemets, au moins partiellement, jouer le jeu de la carte diplomatique. Et puisqu'on parle de la Russie, et bien qu'il y ait des grandes différences entre la Russie de l'époque et la Russie d'aujourd'hui, il y a peut-être un point commun qui est que le régime est autocratique, c'est pas tout à fait la même nature, et Jaurès va être de ceux, et il sera critiqué sur sa gauche pour ça, de dire que les systèmes d'alliance, par exemple, à un moment donné, entre la France et la Russie, peuvent permettre d'éviter le pire. Toute une partie des socialistes pensent ça, non pas parce qu'ils ont la moindre sympathie pour le régime russe. Quand il y a une première révolution russe en 1905 et qu'il s'ouvre la perspective possible d'une république russe, Jaurès est le premier à applaudir. Il va dire au contraire, ça sera mieux de s'allier avec la Russie si c'est un régime politique honorable, enfin qui a à peu près les mêmes principes que nous. Mais tant mieux si ça arrive, mais quand ça n'arrive pas, demeure la question diplomatique. Donc, pour répondre à ta question, il y a cette question diplomatique-là qui est importante pour Jaurès. L'autre outil dont il dispose, qui est un outil, entre guillemets, bien sûr plus faible que les États, mais qui est une des grandes nouveautés avec laquelle Jaurès a grandi et dans laquelle il met énormément d'espoir, c'est l'international avec un grand I. C'est-à-dire pas que des slogans internationaux pour dire tous les peuples sont frères, unissez-vous, ce qui est une bonne chose bien sûr, comme en 1848, et sauf que désormais, il y a une internationale socialiste qui a été fondée en 1889, qui a ses fragilités et ses limites, mais dont un des grands objectifs jusqu'au bout sera d'éviter à tout prix qu'il y ait notamment un conflit entre la France et l'Allemagne à nouveau. Et Jaurès passe un temps très important contre les plus à gauche et contre les plus à droite, pourrait-on dire, dans le mouvement socialiste international, à essayer de créer un espace de dialogue avec les socialistes d'autres pays et à faire vivre en quelque sorte un internationalisme qui ne soit ni un internationalisme où les gens s'en moquent et finalement ils se rallient banalement à leur patriotisme respectif, mais ni un internationalisme qui serait tellement abstrait et absolu, eh bien que ça ne dirait rien aux populations concernées. Et tout son combat, enfin un de ses grands combats me semble-t-il, c'est d'essayer de dire oui, bien sûr, les questions diplomatiques entre États nous concernent parce que nous aspirons à peser sur les gouvernements autant que possible. Et le gouvernement à l'époque en France, c'est un gouvernement républicain, insatisfaisant pour les socialistes sur un certain nombre d'aspects, mais tout de même, il pense qu'on peut composer un minimum là-dessus. Jaurès est un des grands auteurs de la loi de séparation des églises et d'État en 1905. C'est parce qu'il pense qu'on peut arracher des choses dans le cadre républicain, bien sûr. Donc il y a ça d'un côté. Et puis l'autre chose, c'est de dire la grande différence entre Jaurès et le reste de la gauche non socialiste, il y a l'internationalisme socialiste. Il y a des sociodémocrates allemands de l'autre côté de la frontière. Nous avons des dilemmes territoriaux et politiques avec eux, mais nous, socialistes, nous devons travailler à créer en quelque sorte une culture commune. Bon, j'aime pas trop le terme parce qu'après ça va prendre un autre sens, mais une sorte d'amitié franco-allemande qui puisse permettre d'éviter le pire. Et donc il y a ces différents niveaux-là. Et juste pour faire une incursion, après je me tais sur la politique la plus contemporaine, ce qui est frappant dans un monde comme dans lequel on vit, pardonnez-moi, c'est que vous avez un degré d'internationalisation d'un certain nombre de choses par rapport à l'époque de Jaurès, qui est évidemment infiniment plus élevé aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'en revanche,
la question des dialogues entre partis socialistes, partis communistes, partis même de gauche, centre-gauche, à l'échelle internationale, c'est quelque chose qui s'est considérablement affaibli par rapport à il y a 50 ans, par exemple. Moi, c'est une de mes grandes interrogations dans l'histoire de la gauche européenne, c'est que des militants qui voyageaient moins, qui voyaient moins de choses, s'intéressaient plus aux problématiques internationales il y a un siècle ou il y a 50 ans que maintenant, ou d'une certaine manière, structurellement, je sais bien que les plus modestes voyagent moins, mais enfin, on voyage beaucoup plus, on avait plus de réalité nationale. Et par contre, ce qui est la volonté de construire un internationalisme, on peut donner une définition différente de cet internationalisme, il y a des degrés différents, mais tout de même, eh bien ça est quelque chose qui a plutôt tendance à se dissiper. Donc si on a quelque chose à retenir de Jaurès, c'est l'articulation entre, bien sûr, la politique entre les différents États et la manière de l'influer, et aussi le souci d'avoir des outils internationaux propres aux socialistes, aux communistes, appelez-les comme vous voulez, enfin, ou ceux du mouvement ouvrier. Sinon, effectivement, on est juste une annexe de gauche des autres et on n'a pas d'outils supplémentaires pour peser. Ça, c'est un vrai problème qui se pose, à mon avis, aux gauches européennes aujourd'hui. Voilà, mais je fais une incursion, mais ça me paraît important, parce qu'on essaie de tirer aussi des enseignements de Jaurès. Bien sûr que les conditions sont très différentes, et en même temps, un certain nombre d'intuitions et d'actions concrètes vont dans un sens précis qu'il convient de restituer aujourd'hui. Charles. Bonjour. Je me permettrai tout à l'heure de sortir de Jaurès. Parce que j'ai suffisamment pratiqué que je me dis qu'il y a quand même le droit de temps en temps de faire, disons, un écart sur Jaurès. Et je vous le dirai, donc le moment n'est pas venu. Sur Jaurès, tel qu'on a commencé à en parler, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur Jaurès, le premier article pratiquement sur lequel je suis tombé dans l'Humanité, il a commencé bien avant, hein, dans la Dépêche du Midi, Toulouse. Bon, il a travaillé dans beaucoup de journaux. Il a publié, pardon. Et dans l'Humanité, il ne pouvait pas commencer avant la fondation du journal, qui est donc, comme je vous le rappelle, vous le savez, le 18 avril 1904. Et le 15 octobre 1904, dans l'Humanité, il y a un article de Jaurès qui est un article bizarre. Bon, c'est déjà contre la guerre, mais il a saisi ce que devenait la guerre russo-japonaise. Bon, et Jaurès écrit, il dit ce qu'il a à dire, et tout d'un coup, il intercale des télégrammes, comme il dit, de Pétersbourg. Pourquoi? Parce que ces télégrammes de Pétersbourg, il les juge absolument effrayants. Ces télégrammes, parce que c'est pas Jaurès qui parle là, c'est des envoyés spéciaux sur la guerre, c'est en Mandchourie, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que dans ces affrontements entre les soldats japonais et les soldats russes, c'est une guerre effrayante, d'une violence inouïe, qui laisse derrière elle, dans les affrontements, des rigoles de sang. C'est très impressionnant, ça. Hein. Donc Jaurès, c'est quelqu'un d'ultra sensible, je dirais presque émotif, quand il constate des choses comme ça. Et dit-il, moi, alors là, j'étais très frappé par ça, et dit-il, et ces soldats n'attendent pas l'ordre de leurs officiers pour monter à l'assaut les uns des autres. C'est très important, moi qui suis passé par la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, on a beaucoup parlé de massue, et de l'autre côté algérien, mais il faut quand même savoir que pendant la guerre d'Algérie, il y a eu aussi des horreurs commises du côté français, mettant en cause des soldats français, des appelés d'ailleurs, bon. Et de l'autre côté, des combattants de l'armée de libération nationale qui ont commis des actes extrêmement cruels, graves, qui étaient destinés en fait à dire si on continue à s'affronter, vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est ça, hein. C'est la guerre qui essaye déjà de tuer l'autre avant même qu'il soit mort. Voilà, bon. Et bien ça, Jaurès l'avait décelé dans cet affrontement russo-japonais. Donc, et là, pour finir sur ce point, Jaurès, c'est l'ultra-sensible aux faits de cruauté. Donc ce qui est épouvante dans la guerre, c'est aussi les hommes qui s'égorgent. Bon, donc c'est pas uniquement là des actes extrêmes. Ce pas des actes extrêmes, ce sont des pratiques de la guerre là où elle a lieu et comment elle a lieu. Et l'autre chose qui, évidemment, en remontant le calendrier, qui est impressionnant, c'est Jaurès, mais les amis historiens y ont fait allusion, c'est Jaurès était aussi
disons, un passionné de diplomatie. Hein. Donc il a beaucoup écrit sur l'armée, mais il a beaucoup écrit sur la diplomatie. Et sur la diplomatie, il était très, très en garde contre ce que les gouvernants français ou les autres pouvaient nouer comme entente diplomatique avec d'autres puissances. Bon, par exemple, il a été, je crois, plutôt choqué que la France diplomatique noue des relations avec des clauses secrètes avec la Russie du tsar. Parce que, dit-il, faisant cela, vous êtes en train, vous faites comme si vous vouliez isoler l'Allemagne. Et ça, dit-il, c'est pas bon, parce que contrairement à ce que pense, vous savez que l'extrême droite disait que Jaurès était un pan-germaniste. Il n'était pas vendu, mais il accordait trop de facilité à l'Allemagne impériale. Bon. Et donc, en réalité, ce n'était pas du tout le cas de Jaurès, parce que ce qu'il voulait, justement, c'est qu'il n'y ait pas deux camps l'un contre l'autre. Parce que quand vous avez deux camps, l'un face à face, et qui s'arment jusqu'aux dents, vous pouvez être sûr qu'un jour ou l'autre, ils vont en venir aux mains. Et peut-être pas commun. Voilà. Donc je m'arrête là, mais je pense qu'il y a deux approches de Jaurès. Quoi. Voilà, pardon. Gilles. Non, juste pour insister sur ce que tu dis et par rapport aussi un peu à ce que dit Jean Dumas, sur l'alliance russe, ce qui choque le plus Jaurès, à mon avis, là où il intervient, c'est effectivement sur le problème des clauses secrètes. Qu'à la limite, il y ait une alliance entre la France et la Russie, ce qui protégerait la France en temps d'attaque. Pourquoi pas? Ça peut se défendre. Ce principe-là, il n'est pas forcément contre. Mais avec le problème des clauses secrètes, on ne savait pas dans quelles conditions la France pouvait être engagée dans un éventuel conflit avec l'Allemagne. Et ça pose la question de la démocratie, qui pour Jaurès est toujours centrale, parce que c'est toujours sa conception, je dirais, pas seulement en politique internationale, mais c'est sa conception de l'homme. Hein. L'homme, c'est un fils de la Révolution française. L'homme est un citoyen. Donc, on a une destinée, par exemple, puisqu'on est français, mais ce serait pareil pour les autres pays, le citoyen doit être en mesure de déterminer comment il défend l'indépendance, éventuellement, de son pays, qu'est-ce qu'il fait, en quoi il s'engage. À partir du moment où les gouvernements passent des accords secrets entre eux, il n'y a plus de contrôle démocratique possible. Et cette question de la démocratie chez Jaurès, on la retrouve très souvent à l'origine de ces combats politiques. On va peut-être parler dans les années à venir, par exemple, de la question de la représentation proportionnelle. C'est un de ses grands arguments. Hein. La représentation proportionnelle est ce qui permet à chaque citoyen de dire son mot. Comment peut-on dire que la France est une république? Comment peut-on dire qu'on est en république, qu'on est citoyen, qu'on n'est plus en monarchie, si le gouvernement et le gouvernement russe négocient entre eux des accords que les gens ne peuvent pas contrôler, ne peuvent pas connaître? C'est pour lui tout à fait fondamental. C'est une exigence qui porte contre le gouvernement français, mais pour dire que les choses sont compliquées, dans ce que disait Jean Dumas, c'est aussi une exigence qui porte au sein de l'international. Parce que l'international a fonctionné quand Jaurès y arrive, enfin, il fonctionnait. Il y avait des rencontres de temps en temps. Ce que veut Jaurès, c'est que l'international soit une force politique. Il veut qu'elle fonctionne comme une force politique. Or, de nombreux dirigeants de l'international, pour dire les choses comme elles sont, les dirigeants allemands, autrichiens notamment, disaient non, mais on se rend compte, c'est bien, mais ce qu'il faut faire, c'est socialiser les moyens de production et d'échange, donc travailler à ça, et après, il n'y aura plus de problème. Ne nous embarquons pas dans ces questions diplomatiques, ne nous embarquons pas dans ces questions d'alliance, d'armée, tout ça. C'est compliqué, puis on n'y peut rien, et puis ça va nous poser des problèmes avec le gouvernement, etc. Et donc, pour être très concret, par rapport à ce que disait Jean Dumas, le grand combat de Jaurès pour que l'international soit une force agissante, c'est qu'elle ait une stratégie, une tactique et qu'elle ait un certain nombre d'outils à sa disposition, dont éventuellement une agitation qui irait jusqu'à la grève générale internationale et simultanée en cas de danger de guerre, et plusieurs grands partis bloquent en disant non, mais ce sont des questions diplomatiques, on n'a pas à s'occuper de ça, faisons notre propagande pour la socialisation des moyens de production et d'échange, et ça sera très bien pour le mouvement ouvrier. Jaurès a cette exigence de citoyen, parce que pour lui, ce qui est fondamental, c'est la démocratie, et donc il l'a contre les gouvernements, mais aussi à l'intérieur du mouvement ouvrier et du mouvement international. C'est son grand combat, et ce n'est pas un sujet épuisé, me semble-t-il.
À propos d'Internationale socialiste, là, une question qui me vient en vous écoutant depuis le début, c'est une question un peu étrange. Moi, par exemple, dans ma formation politique et philosophique, j'ai 2 chaînons manquants. Marx, qui n'a jamais écrit sa grande théorie sur le dépassement de l'État. Nous sommes orphelins de ça depuis 150 ans, on n'a pas la pratique. Et puis, une chose plus étrange c'est Jaurès assassiné. Qu'aurait-il fait pendant la Grande Guerre? On n'en sait rien, je ne vous demande pas de réagir sur ça. En revanche, j'ai un sentiment, moi, c'est que dans tout ce que j'ai lu, je ne suis pas historien, c'est pour ça que je vous pose la question, et peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais dans le mouvement socialiste du début du XXe siècle, j'ai le sentiment que sans Jaurès, le mouvement socialiste et les socialistes sont comme pris au dépourvu par la Grande Guerre. Je dis une bêtise? Je réponds d'abord sur l'interrogation sur l'État, parce qu'effectivement... Bon, il y a un legs de Marx sur la question de l'État tout de même. Les textes peuvent être contradictoires sur tel ou tel point, mais il y a quand même 2 choses qu'on peut en retenir. Un, c'est fondamentalement l'idée qu'il reprend en partie à d'autres auteurs, mais qu'il l'applique dans son cadre à lui, que l'État est un État qui correspond à des intérêts d'une ou des classes sociales, et qu'au sein de l'État peuvent s'exprimer des contradictions, mais que fondamentalement l'État demeure un État de classe et qu'il faut le conserver en perspective lorsqu'on l'analyse. La première chose. La deuxième chose, c'est de considérer qu'il n'y a pas nécessairement nécessité de défendre en toutes circonstances son propre État sur lequel on est, l'endroit où on réside. La guerre franco-allemande de 70 est de ce point de vue-là emblématique. Bon, il y a plusieurs phases, je vous en fais grâce. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marx et Engels considèrent qu'il est finalement important et intéressant que l'Allemagne, la Prusse, qui devient l'Allemagne unifiée, gagne la guerre en 71, parce que comme c'est là qu'il y a le mouvement ouvrier le plus puissant, le plus unifié, que finalement ce n'est pas une mauvaise nouvelle, indépendamment d'une certaine manière de tout nationalisme, même si c'est difficile de le rendre indépendant, que l'Allemagne gagne la guerre, parce que c'est ce qui permet au mouvement ouvrier international de se développer. Alors évidemment, c'est une dialectique un peu compliquée et difficile à manier, d'où les interrogations que, comme toi, des gens ont depuis 150 ans, mais c'est un legs qui est important et qui reste présent. Alors, sur le reste, est-ce que les autres théoriciens socialistes, militants, penseurs socialistes ont cette même attention à la question de la guerre, ou bien est-ce qu'ils disent, c'est ce que disait Gilles Candard juste avant un peu, est-ce qu'ils ne sont pas tous un peu à dire, bon écoutez, camarades, organisons-nous pour la révolution ou bien pour des réformes radicales, gagnons les élections ou prenons le pouvoir d'une autre manière, ça c'est des débats tactiques, mais socialisons les moyens de production, prenons toute une série de grandes revendications, appliquons-les, et finalement, de tout le reste, bien, les problèmes seront résolus. Alors il y a une forte tendance à cela, effectivement, qui est présente chez certains, mais enfin il faut aussi penser que dans le contexte... on a l'impression, avec un certain nombre de grandes revendications, d'avoir des solutions à un peu tous les problèmes qui se sont posés par l'industrialisation au XIXe siècle. Donc ça, c'est la première chose. Mais je pense que les paris politiques des uns et des autres étaient différents. Jaurès fait le pari qu'on a décrit autour des alliances, l'internationale socialiste, et effectivement, tu as raison d'insister sur le fait que l'international, avec un grand I, encore une fois, ça doit être un instrument de plus en plus légitime et présent pour inverser la vapeur. Et ça, c'est le grand échec de 1914, objectivement, quelles que soient les responsabilités des uns et des autres. Mais il y a une variété de positions, mais vous avez un premier débat qui va évidemment prendre une ampleur considérable après le mouvement de décolonisation ultérieur, qui est le débat sur l'impérialisme. Et justement, Jaurès devait discuter de l'impérialisme en août 1914 au congrès qui ne s'est jamais tenu. Donc là, ça fait une double politique fiction, parce qu'il n'y a pas que sa position par rapport à la guerre, c'est qu'aurait-il dit exactement des écrits des Allemands et des Autrichiens sur la notion d'impérialisme. Comme vous savez, cette notion d'impérialisme sera ensuite beaucoup travaillée par Lénine et le courant communiste, et ça deviendra même du vocabulaire courant de dénoncer l'impérialisme. Mais ce n'était pas un vocabulaire courant à la base. Et donc, on ne peut pas dire non plus que personne, au-delà de Jaurès, ne réfléchissait à ces questions-là, parce que d'autres, et à mon avis plus que Jaurès, ça ne veut pas dire qu'ils en tiraient forcément les bonnes conséquences politiques, avaient l'intuition que Jaurès objectivement n'a pas eu tant que cela, que dans l'équilibre du capitalisme mondial d'avant 1914, il y avait certes des maillons plus ou moins faibles, comme la Russie dans le capitalisme ouest européen, mais il y avait aussi la question coloniale et la question des peuples opprimés par les métropoles.
Et ça, Jaurès, c'est quelqu'un qui évolue, hein, qui est très colonialiste au départ, qui est de plus en plus critique des politiques coloniales, mais il ne va pas objectivement, enfin, je n'ai pas trouvé de texte là-dessus, en plus on avait édité à peu près tous les textes en 2014 sur cette question-là, il ne va pas jusqu'à penser que le capitalisme ouest-européen pourra être structurellement déstabilisé par la mobilisation des peuples coloniaux. Et ça, il y a une aile gauche dans l'internationale socialiste, quoi qu'on en pense de la suite de l'histoire, mais tu m'interroges jusqu'en 14, c'est parfait, on ne va pas parler de l'après-14 pour l'instant, que ce soit Rosa Luxembourg, Lénine, ou quelques minorités d'ailleurs de la social-démocratie russe, qui ne sont pas tous bolcheviques à ce moment-là, ils se tournent davantage par rapport à cela, par rapport à ces paris-là. Et c'est ce qu'un certain nombre d'Autrichiens essaient de comprendre. Mais vous savez, les Autrichiens à l'époque, ce n'est pas l'Autriche d'aujourd'hui, c'est un empire multinational. Il y a ces questions de nationalité minoritaire qui sont très présentes, donc ils pensent davantage à ces phénomènes de déstabilisation-là. Donc, ce n'est pas forcément des perspectives antagonistes avec celles de Jaurès. Moi, j'ai envie de dire, même si c'est un peu familier comme moi, un peu des paris différents sur la façon dont les choses vont se passer. Voilà, en gros, comment on peut résumer les choses. Mais il est clair que là où il y a un point spécifique chez Jaurès, me semble-t-il, même si on n'a pas le texte qui le montre, mais c'est une sensibilité qu'on a, c'est qu'il y a effectivement cet usage de l'international. Il faut que ça pèse. Certains modèrent les choses, certains n'y voient qu'un instrument parmi d'autres. Jaurès pense que c'est un peu la question de l'avenir. Et c'est un peu, pardonnez-moi, c'est un peu déprimant justement, parce que oui, je veux pas, excusez-moi, on n'est pas là, on est là pour réfléchir, donc voilà, on n'est pas là pour encourager tout le monde. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'il y a eu des tentatives après d'international, socialiste, communiste, et formellement des internationales qui demeurent. Mais un des outils qui s'est le plus structurellement affaibli, encore une fois, c'est plutôt autour de ça. Et ça nous pose question, parce qu'après on peut dire discuter ou pas avec Poutine, discuter ou pas avec les États-Unis, telle ou telle chose. Mais il n'y a pas d'instrument politique pour contrebalancer, par exemple, des alliances de type OTAN. Alors bien sûr, ce serait très compliqué à contrebalancer, mais il n'y a même pas un embryon de quelque chose d'un peu visible et important. On pourrait dire, bon, écoutez, la gauche européenne, au moins, c'est ça. Ils se réunissent à telle date. Ils vont faire telle manifestation européenne ou mondiale, donc qu'importe, on pourrait discuter de l'échelle, et ça va peser. Et fondamentalement, Jaurès pensait que ça pouvait exister, et ça pourrait peser. Voilà. Gilles ? Oui, je suis d'accord avec les analyses, et je dirais que oui, Jean Numa disait par rapport à 50 ans, j'en parlais, enfin, il se trouve que j'ai eu une réunion il n'y a pas très longtemps où on parlait de ces questions. C'est vrai que bon, on sait qu'il y a eu une crise du mouvement communiste international et que donc les grandes conférences du mouvement communiste international disparaissent. L'international socialiste, c'était pas au même niveau, mais c'était quelque chose qui avait une réalité, une existence encore dans les années 1970 et 1980. Par exemple, sur la question palestinienne, il y a eu un moment où c'était important dans la recherche de négociation de paix. Il y a eu un moment où, je dirais, les rencontres, je ne sais pas, Mitterrand, Felipe González, Juárez, Brandt ou Schmitt, il y avait une vie internationale. Et justement, par rapport aux relations d'État, je suis d'accord avec ce que dit Jean Numa, par rapport aux relations d'État ou aux institutions diplomatiques, on pouvait penser que ces réunions qui étaient sur une base idéologique ou politique des partis communistes, des partis socialistes étaient les plus visibles. Mais il y avait aussi à l'époque des tentatives de faire une internationale, par exemple, libérale. Il y a eu aussi une internationale des partis radicaux de gauche. Je dirais qu'il y avait des choses qui se passaient encore dans les années 70-80 et qui se sont très sévèrement étiolées. Pour prendre l'exemple des socialistes, il y a eu l'époque de Willy Brandt, puis de Pierre Mauroy, président de l'Internationale socialiste. Ça avait une réalité. Aujourd'hui, président de l'Internationale socialiste, personne ne sait qui c'est. Je peux vous dire, il n'est plus d'ailleurs dans un parti socialiste, c'est Papandréou, l'ancien Premier ministre grec, qui est dans un petit parti dissident. Donc son petit parti ne fait pas partie d'un... Donc vous voyez que c'est compliqué, ils se réunissent en Amérique latine. Mais elle n'a plus de réel fonctionnement, tout le monde s'en fiche, personne... Jamais un journal ne va parler d'une réunion d'internationale socialiste. Bon, l'internationale communiste, on sait, et même les réunions des partis communistes, on sait que c'est devenu. Alors, à la fête de l'humanité, on voit bien, il y a des cités internationales, il y a des rencontres, mais il n'y a plus la même vie internationale, ni pour les communistes, ni pour les socialistes, ni pour les démocrates chrétiens, ni pour les autres. Et je suis d'accord, c'est quelque chose d'inquiétant, parce que c'est vrai qu'on voit bien que c'est un facteur d'affaiblissement. Ça veut dire que tout est réduit au niveau des États et des relations interétatiques. Et ça empêche qu'il y ait ces possibilités d'intervention, parce qu'avant 14, Jaurès compte beaucoup sur l'international, mais il ne compte pas uniquement sur l'international.
il essaye d'avoir des contacts aussi, parce qu'il sait bien que ça va être difficile de toute façon. Puis l'international, c'est pas encore un mouvement énorme. Hein. Pour vous dire les choses, les socialistes, ils sont entre 10 et leur record absolu, c'est 18% aux élections de 1914. Hein. Donc le parti dont se réclament après les socialistes et les communistes. Il y a un triomphe, ils font une grande fête, parce qu'ils obtiennent 100 députés et 18% des voix. C'est pas immense. Donc Jaurès, il sait bien qu'il va falloir autre chose s'il veut lutter contre la guerre. Il essaye d'avoir des contacts avec les libéraux anglais, avec les progressistes américains, qui sont soit à l'époque au Parti démocrate ou au Parti républicain. Il essaye d'avoir des contacts. Chez les Allemands ou les Autrichiens aussi, il y a des contacts. Les fameuses rencontres de Berne et de Bâle avec des démocrates chrétiens, avec des libéraux. Il essaye de pousser autant qu'il peut. Hein. Donc il essaie d'avoir vraiment une stratégie extrêmement diversifiée pour sa lutte contre la guerre, avec un versant effectivement prolétarien, socialiste, qui voudrait en faire une force, mais aussi d'autres versants qu'il essaye de cultiver pour pouvoir les fédérer. D'ailleurs, lors du fameux repas où il va être assassiné à 21h40, c'est vrai qu'un de ses derniers propos est de dire bon, bah, l'appel à la médiation britannique ne donne pas grand-chose. Longuet comme Renaudel disent qu'ils pensaient à un appel au président américain qui était plutôt pacifiste, puisqu'il attendra 1917 pour rentrer dans la guerre, le président Wilson, pour voir est-ce que les Américains pourraient rentrer dans le jeu, parce qu'à l'époque, hein, ça pourrait faire quelque chose. C'est une histoire qui a été un peu oubliée, parce que je dirais que du côté de la mémoire communiste, de faire appel aux Américains, c'est pas naturel, ça fait pas forcément plaisir à la mémoire communiste, et du côté socialiste, de tenter encore un effort pour la paix, justement, et de ne pas être dans la pensée que la guerre est inévitable, c'est pas non plus forcément toujours dans la logique. Donc cette ultime pensée de Jaurès a été un petit peu oubliée de part et d'autre. Mais elle existait, c'est pour vous dire qu'il essayait de penser à tous les outils, et effectivement, je rejoins Jean Dumas dans le fait qu'aujourd'hui, l'affaiblissement des relations internationales, y compris au niveau des partis, des idéologies ou d'autres forces, et on pourrait peut-être parler d'ailleurs même aussi des syndicats par exemple, c'est effectivement un motif d'inquiétude, et chacun à son niveau peut essayer de voir s'il n'y a pas des choses à faire pour inverser la tendance. Hein. Même moi je me souviens quand j'étais jeune militant dans ma ville de banlieue, autour des jumelages et autres, il se passait beaucoup plus de choses qui peuvent se passer aujourd'hui. En 30 ans, ça a diminué tout ça. Ce n'est pas rassurant. J'ai une question un peu absurde. Je peux la poser? Oui. J'ai tous les droits. Les socialistes... Oui, vas-y Charles. Vas-y. Oui, là, je voulais enchaîner sur ce que vient de dire Jean Dumas et Gilles. Moi, j'ai été très frappé. J'allais dire, je ne suis pas historien. Ça suffit. Tout le monde devrait être peu ou prou historien. D'accord? Voilà. Alors, non, mais... Mine de rien. Non, voilà, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, la rencontre précédente, c'était sur Aragon. Bon, il faut quand même savoir, si vous le savez peut-être déjà d'ailleurs, qu'il y a un très grand roman d'Aragon qui s'appelle Les Cloches de Bâle. Les Cloches de Bâle, c'est un grand article d'Aragon, un grand roman, qui porte sur ce grand meeting internationaliste, socialiste, mais il n'y avait pas que des socialistes, dans la cathédrale de Bâle. Et Aragon finit son livre en disant, dans les acclamations qui saluent le grand discours ovationné de Jaurès, c'est Jaurès dont il s'agit, et là il y a des Allemands, il y a des Belges, je crois qu'il doit y avoir des Russes, bon, et donc il dit ces acclamations signent l'arrêt de mort de Jaurès. Pourquoi? Parce que je pense que Aragon avait traduisé le fait que ce qui condamnait Jaurès aux yeux des gens qui voulaient la guerre, ce n'était pas seulement que lui se prononce contre la guerre, c'était surtout qu'il essaye de soulever les peuples contre la guerre. C'était ça le grand enjeu. Bon, mine de rien, je ne vais pas m'appesantir, mais dans le monde d'aujourd'hui où il y a quand même quelques menaces, en Europe et pas qu'en Europe, en Asie et tout, la grande affaire, ça va être aussi que les peuples ne laissent pas faire. S'il y a des voix qui condamnent les bruits de bottes, comme on dit, bon, tant mieux. Mais il va falloir que ça prenne une ampleur beaucoup plus grande ampleur au niveau des interventions populaires. Donc, ce que Jaurès
a fait de mieux, à un moment donné, c'est ça, et pas seul, évidemment. C'est d'essayer de soulever les peuples contre la guerre qui arrivait. Elle arrivait. Bâle, c'est en 1912. La guerre, donc, c'est fin juillet, début août 14. Et d'ailleurs, si vous permettez, il faut relire, si vous ne l'avez déjà fait, moi je me suis efforcé de relire ça, le premier éditorial fondateur de Jaurès de l'Humanité. Donc, le 18 avril 1904. Bon, cet éditorial, je crois me souvenir, Jean-Emmanuel, qui est à la rédaction de l'Humanité, qui a fait tout son parcours là, m'a raconté un jour que dans la rédaction de l'Humanité, ils avaient réfléchi, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir à nouveau une sorte d'éditorial refondateur? Et qu'après discussion, ils s'étaient aperçus que ça ne pouvait pas être mieux que ce qu'avait fait Jaurès. Parce que le premier édito de Jaurès, c'est une merveille. Parce que, vous savez comment il commence, hein, pourquoi ce mot humanité? Bon, l'humanité, parce qu'il dit-il, l'humanité n'existe pas ou elle existe à peine. Donc il faut arriver à ce que l'humanité se réalise. Et elle se réalisera, bon, avec les socialistes surtout, bon, et disons, il dit par des moyens d'humanité. Par des moyens d'humanité. Il ne dit pas par des combats à l'arme blanche, il dit par des moyens d'humanité. Donc, je pense qu'il avait, disons, subodoré que dans l'avenir, s'il fallait transformer les sociétés, il fallait évidemment surtout pas la guerre. Je crois qu'il écrit quelque part que la guerre entrave les progrès de la justice sociale. Je crois que c'est Gilles qui faisait allusion tout à l'heure, peu importe, c'était que, vous savez que quand même au printemps 14, il n'y a jamais eu autant de suffrages socialistes en France et en Allemagne. En France, pour la première fois, il y a plus de 100 députés socialistes. En Allemagne, 30% du corps électoral a voté socialiste. Alors, est-ce que c'était déjà la société qui était en train de basculer? Personne ne peut le dire. Mais n'empêche qu'il y avait ce mouvement de justice sociale qui montait au cœur de l'Europe. Et c'est évident, ça pourrait donner lieu à une thèse complotiste que ceux qui ont voulu la guerre, il y a des gens qui ont voulu la guerre, c'était aussi pour casser ce mouvement de transformation sociale en Europe. Bon, alors c'est aller un peu vite en besogne, mais on peut le soutenir aussi. Bon, en tout cas, c'est évident que Jaurès avait flairé que si on voulait continuer ce mouvement de socialisation, comme il a été dit, de transformation sociale, la guerre allait tout bloquer. Et elle a tout bloqué. Elle a tout bloqué. Bon, donc il y a eu une cassure dans l'évolution sociale des sociétés en Europe. Voilà. Bon, je m'arrête là. Jean Numa, je t'ai vu prendre des notes. Tu voulais dire quelque chose, j'imagine. Oui, ben oui. Non, mais on disait en aparté, il est clair que sans que ce soit nécessairement écrit, pensé de manière aussi limpide et claire, le Kaiser, Guillaume II, a devant lui littéralement un Reichstag où il n'a jamais eu autant de députés issus du mouvement ouvrier susceptibles de peser malgré un scrutin inégal à plusieurs classes. Je vous fais grâce aussi du scrutin, mais tout de même, c'est la première force politique d'Allemagne en 1912, le SPD, le mouvement ouvrier. Alors, tous les autres sont coalisés contre lui, donc il ne peut pas gouverner, mais enfin tout de même. Et on a en mémoire le fait que Bismarck, au XIXe siècle, avait interdit les socialistes pendant 12 ans. Résultat, les socialistes avaient été encore plus forts. Donc il est clair qu'au moment où les hostilités deviennent concrètes, les classes dirigeantes allemandes, hostiles au mouvement ouvrier, n'ont pas pu, même s'ils n'ont pas forcément fait ça pour ça, il ne faut pas être paranoïaque non plus, se dire, évidemment, ça va mettre le mouvement ouvrier allemand en porte-à-faux. Ils nous serinent avec leur solidarité éventuelle avec les Français depuis des années. Là, vu qu'il va y avoir une sorte d'union sacrée allemande, ils vont être obligés de se rallier, ils vont se diviser entre eux, c'est d'ailleurs ce qui se passe, hein. Ils votent tous les crédits de guerre, mais il y avait une réunion préparatoire du groupe parlementaire où ils n'étaient pas tous d'accord, mais au nom de la discipline du groupe, ils ont voté absolument tous pour, même Karl Liebknecht, ce sera que la deuxième fois qu'il votera contre. Donc évidemment, c'était un piège aussi pour le mouvement ouvrier. Et c'est vrai qu'il faut comprendre le désarroi à ce moment-là, au moment où Jaurès meurt. Jamais dans l'histoire occidentale, de l'Europe occidentale, le mouvement ouvrier n'avait été aussi fort
aux élections et en termes d'effectifs militants dans tous les grands pays occidentaux, pour ajouter les travaillistes, quelle que soit leur position. Donc évidemment, il y a ça. Et c'est là où il faut avoir un esprit extrêmement vif en politique. Et là-dessus, effectivement, un certain nombre de dirigeants bolcheviques, quoi qu'on pense de leur action, comprendront assez vite que toutes les cartes sont rebattues à partir de l'été 14, puisque finalement, il ne suffit pas d'avoir des partis puissants, il ne suffit pas d'avoir des dizaines et des centaines de milliers de militants, il ne suffit pas d'avoir des syndicats parfois très impliqués qui ont obtenu déjà des acquis sociaux. Il faut comparer le niveau de vie entre 1850 et 1914. Ça s'est quand même beaucoup amélioré. Et donc voilà, le mouvement ouvrier était parti pour peser de plus en plus et empêcher la guerre, et son poids fort n'a pas empêché tout cela. C'est ça la grande réflexion qu'il y a à ce moment-là. Et les classes dirigeantes voient l'occasion de briser tout ça. Et effectivement, tout n'est pas brisé pour toujours, bien sûr, mais ça tétanise dans un premier temps, littéralement, tous ceux qui ont lutté contre la guerre pendant des années, des décennies, quand bien même il y a des fortes ambiguïtés côté allemand. Mais là, évidemment, personne à gauche, dans le mouvement ouvrier, n'est content de cette situation. Donc c'est ça qu'il faut avoir, puisqu'on parlait des États, des stratégies. L'État, le sommet de l'État, sait très bien que, sans vouloir nécessairement la guerre de A à Z, ils piègent ceux qui sont en train de monter le plus politiquement depuis des années, me semble-t-il. Quels sont les héritiers de Jaurès, au fond, là? Charles, tu me parlais de ça la semaine dernière. Tu me disais que tu pensais à quelques héritiers de Jaurès, à Gramsci, etc. Pardon, un monsieur qui prend de l'âge, de répéter ta question. Je parle de l'héritage de Jaurès et singulièrement des héritiers de Jaurès. Tu m'as parlé de Gramsci la semaine dernière, oui, par exemple. Vrai, oui. Oui, et tu y tenais. Oui, bon, je vais être très bref, parce qu'il ne faut pas exagérer. Moi, je me suis posé la question, et c'est un journaliste, Jaurès. Il n'a pas été que journaliste, mais il a été journaliste. Et quel journaliste? Et je me posais la question sur les guerres. Il n'y a pas eu que 14-18. Est-ce qu'il y a des journalistes en France qui, disons, ont haussé le ton et sont intervenus de façon forte et, disons, brillante à un moment donné contre les guerres? Alors, j'ai découvert, bon, j'étais un peu naïf, bon, j'en compte au moins 3. Il y a Camus, il y a un article de Camus dans Combat, c'était le journal dont il a été l'éditorialiste en 1944 à la Libération, et il y a un article sur Hiroshima. Cet article cet éditorial de Camus, il est formidable. Parce qu'en gros, je vous résume ce qu'il dit. Il est stupéfait qu'il y ait autant d'enthousiasme pour saluer le bombardement d'Hiroshima. Sous prétexte, vous le savez, que le bombardement d'Hiroshima a fait capituler très vite le Japon. Merci, le Japon capitule. Voilà, et on passe à l'ordre du jour. Bon, ce qu'on ne dit pas, les connaisseurs, ils vous le diront, il n'y a pas que le bombardement d'Hiroshima qui a fait capituler l'empereur du Japon. C'est pas vrai. Bon, mais en tout cas, et lui, Camus dit, au milieu de ses propos enthousiastes, on apprend, dit Camus, qu'une ville moyenne peut être rasée par une bombe de la taille d'un ballon de football. Vous savez ce qui m'a amusé, le ballon de football, parce que pour ceux qui connaissent un peu la biographie de Camus, c'était un passionné de football, hein, Camus, à Alger. Bon. Donc vous voyez, et dit-il, il va falloir, dans une période la plus rapide possible, c'est Camus qui parle, hein, il dit, il va falloir, disons, surveiller cette évolution des grandes conquêtes scientifiques, parce que la bombe atomique, ça vient aussi de la science. Hein. Bon, il va falloir surveiller ça. Et donc, dit-il, il faudra construire une société internationale. Il ne la nomme pas. Là, à l'époque, il y avait la conférence de La Haye, puis plus tard, il y aura les Nations Unies. Mais parce que c'est absolument effrayant de savoir que dans l'avenir, il peut y avoir des choses aussi épouvantables que Hiroshima et Nagasaki. Bon, là, chapeau Camus. Moi, j'ai été très amoureux de Camus dans ma jeunesse. Je l'ai moins été à propos de la guerre d'Algérie. Je pense qu'il s'est trompé. Voilà. Mais bon, après tout, on peut se tromper aussi quand même. Hein. Bon, en plus, il était algérien, hein, pied noir, bon, comme sa mère. Alors, je ne dis pas que c'est des circonstances atténuantes. Le deuxième, c'est Sartre. Sur la guerre d'Algérie, il y a un article de Sartre dans l'Express du 6 mars 1958. C'est sur la question d'Henri Alleg. Il faut lire ça. Hein.
c'est un bijou. Bon, parce qu'il dit, au milieu de tous ces petits caïds, fiers de leur jeunesse, de leur force, c'est les parachutistes, le seul dur, le seul têtu, c'est Alleg. On voit qu'il est bien connu, Alleg, il devait faire 1m50, Alleg. Bon, on imagine ce que c'était les parachutistes autour de lui, qui le torturaient, qui devaient être des grands balèzes d'1m85, voilà. Et il dit, c'est Sartre qui écrit ça, il dit, Alleg est le seul dur. Pourquoi? Parce qu'il est obstiné à faire son métier d'homme. Voilà. Alors là, vous avez la totale sur la question d'Henri Alleg. Et le troisième, là je finis vite, effectivement, c'est Gramsci. Parce que Gramsci, il a la totale, lui. Il a la guerre qui arrive, 39-45, bon, mais il a aussi les suites 14-18, il vient juste derrière, et puis il a le fascisme. Parce que dans les guerres, il y a les guerres armées, et puis il y a les guerres civiles fascistes, le nazisme, le fascisme italien qui a été horrible. Bon, et il y a une scène, je ne développerai pas longtemps, mais quand même, j'ai été vraiment frappé. Le biographe de Gramsci raconte que le 15 mai, je crois, enfin peu importe, donc 1925, Gramsci, à l'Assemblée nationale italienne, où il a pu pénétrer grâce à son immunité de parlementaire, il est face à un type qui s'appelle Mussolini. Bon, et le biographe écrit, pour résumer, il dit, lui, Gramsci, comme il parle, et ce dont il parle, c'est la pensée, c'est le cerveau, et en face de lui, il a la gueule. Et moi, je me suis dit, quand même, longtemps après, finalement, dans le monde entier, on aime Gramsci, on lit Gramsci, on étudie Gramsci, mais Mussolini, qu'est-ce qui reste de la gueule de Mussolini? Rien, zéro. Sauf des traces en Italie. Est-ce que c'est du Mussolini ou pas? Je ne sais pas. Je serais capable de vous le dire. Voilà. Mais voilà, je voulais finir par un espèce de coup de chapeau, une profession que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle le journalisme, et qui est, lui, là, à 3 reprises, il a eu vraiment ce qu'on appelle des lettres de noblesse. Voilà, Jean-Emmanuel. Pardon. Il y a peut-être des questions dans la salle. On a 5 minutes, donc on peut en profiter. Oui? Bah oui? Non? Il n'y a pas de questions dans la salle. Moi, j'ai une question rentrée, c'était ma question idiote, ça sera peut-être la dernière d'ailleurs tout à l'heure. Parce que quand on parle des mécaniques de guerre, dès qu'il y a une guerre, on pense à Jaurès. Pas seulement parce qu'on est de l'humanité et à l'humanité, Charles. Mais quand on pense aux mécaniques de guerre, on pense toujours à Jaurès pour 1000 raisons. Pas seulement quand on est historien comme vous. Moi, j'ai une question provocante. Les socialistes du monde, au sens primitif du terme socialiste, qui englobe toute la grande famille socialiste, y compris communiste, etc., est-ce que vous pensez qu'ils puisent encore chez Jaurès quelque chose, aujourd'hui, au XXIe siècle? Oui, c'est une question chiante. Bon, vous savez, il y a beaucoup de socialistes dans le monde déjà qui connaissent assez mal l'histoire de leur socialisme national ou autochtone. Alors, à mon avis, l'histoire du socialisme français leur échappe complètement. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, quel est le legs véritable de Jaurès à ses successeurs, voire jusqu'à aujourd'hui, à toutes celles et tous ceux qui pourraient s'en réclamer? Donc, pour le schématiser un peu, dans le socialisme avant 14, donc ceux qui sont globalement de la génération de Jaurès, vous avez ceux qui vont considérer que le socialisme, souvent plutôt d'obédience marxiste, enfin tel qu'il se définit à ce moment-là, très lutte de classe, etc., internationaliste, et le socialisme est en train de devenir une idéologie de substitution à toutes les idéologies qui ont animé l'espace de la gauche jusqu'ici. Donc dans le cadre français ou italien ou quelques autres pays, il y avait les idéologies républicaines qui étaient très présentes. Certains pensent que cette époque-là est en train de se terminer et qu'on va pouvoir substituer à ça une sorte de marxisme socialiste. Et les premières années du bolchevisme seront très marquées par ça après la guerre. Il s'agira de dire, on fait table rase. J'avais un débat ce matin sur la franc-maçonnerie et le communisme. Quand on veut interdire la double appartenance, c'est pas qu'on en veut qu'aux francs-maçons en tant que tel, c'est de dire, tout ça c'est terminé, on recommence l'histoire à zéro d'une certaine manière. Et il y a une autre sensibilité qui se traduit de manière très différente dans d'autres pays, que ce soit la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, qui est de dire, oui, il y a ceux aussi qui refusent complètement ça, mais il y a ceux qui, oui, nous devons intégrer Marx, la sensibilité marxiste,
tout cet apport-là à ce que nous, d'une certaine manière, nous avons dans notre propre pays spécifique, une tradition révolutionnaire comme la France, républicaine, dans laquelle on peut puiser un certain nombre de choses en faisant en quelque sorte, c'est un mot à la mode en sciences humaines, une hybridation, si vous voulez, entre les apports du socialisme, du marxisme et du républicanisme. Et de ce point de vue-là, celles et ceux qui cherchent à combiner questions sociales, inspirées par le marxisme, et tout en restant ancrés dans les idéaux républicains et des Lumières initiaux, eh bien, c'est ça l'héritage d'un Jaurès et de d'autres, d'ailleurs, dans d'autres pays. Après, le problème, c'est que jusqu'au moins, peut-être aux années 60-70, il y avait dans les directions politiques des partis dont on a parlé, une volonté toujours plus ou moins, soit d'être associé à des théoriciens qui pensaient le monde, soit d'un peu présenter une vision globale, théorique des rapports de force entre puissances, entre classes sociales et autres. Et il est clair qu'il y a une culture théorique, même un peu minimale, qui a eu tendance à se perdre chez les élites politiques, pour toute une série de raisons profondes. Donc de ce point de vue-là, il est très dur de dire, parce que vous allez me dire, ah bah oui, il y a tel ou tel homme politique qui cite Jaurès, donc on va dire, bah on va pas l'empêcher de citer Jaurès, puis s'il le cite, après tout, c'est son bon droit, donc il s'en inspire. Le problème, c'est pas tant de faire de la cytomanie, on a vu au XXe siècle, plein de gens ont fait de la cytomanie dans différents contextes, ça n'a pas forcément apporté grand-chose. C'est véritablement de puiser à différentes traditions politiques, théoriques, qui permettent en quelque sorte, bon, à la fois de se ressourcer, de mobiliser les gens autour de cela, et d'avoir un minimum de rapport au réel, parce que Jaurès, bon, tu l'as dit, c'est un journaliste, mais c'est avant tout un philosophe, avant d'être journaliste, donc quelqu'un qui a plutôt une pensée, qui raisonne plutôt par abstraction au départ, mais son souci, ça a été toujours de considérer que les abstractions philosophiques pouvaient donner du sens à la fois au militantisme, aux perspectives, et qu'il fallait rattacher ça à une pratique concrète. Donc évidemment, ça paraît assez loin de ce que peuvent, des réflexions auxquelles on peut assister aujourd'hui en termes politiques, mais s'il doit y avoir un héritage de cela, me semble-t-il, c'est autour de ces articulations-là qu'on peut les penser. Et donc, tant mieux si des gens peuvent, des responsables politiques peuvent puiser là-dedans. Ça ne me paraît pas être évident aujourd'hui, notamment dans le contexte français. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a un legs de Jaurès. Il est autour de ça, et effectivement, Charles a raison, on peut citer ensuite quelques figures qui s'en rapprochent, non pas tant, vous allez dire, ah bah non, c'est pas comme Jaurès, c'est pas un philosophe, c'est pas quelqu'un qui est intervenu tant que ça à l'internationalisme, bien sûr. C'est une démarche vraiment, à la fois d'abstraction, de pratique concrète, et d'hybrider différentes traditions. Je crois que c'est ça qu'il a cherché pendant sa vie, sans être dogmatique, sans être non plus justement à lâcher sur un certain nombre de choses, hein, parce que par exemple il y a des continuités fortes autour des questions républicaines puis la question sociale, donc c'est ça, je pense qu'il faut essayer de continuer à penser avec Jaurès si on doit continuer à penser avec lui. Gilles, même question pour conclure. Oui, je conclus, et effectivement, il est difficile de conclure autrement qu'en disant qu'il y a de l'or et il y a du plomb, donc comme le disait Jean Numa, on voit bien que parfois il y a une histoire qui s'éloigne, on voit bien que, je dirais, les références culturelles, intellectuelles qui étaient très fortes pendant longtemps sont parfois, et même souvent, moins présentes dans le personnel politique. On a eu un président qui s'est présenté comme entièrement nouveau, disruptif, etc. Moi, j'ai eu parfois l'impression qu'il reprenait en fait des vieilles recettes, soit du MRP, soit d'Aristide Briand, pour parler de l'autre époque. Un Aristide Briand qui faisait toujours une diagonale entre la gauche et la droite dans le discours, l'aventurier, comme on l'appelait dans l'humanité, de la grande époque, et qui justement va être très attaqué à un certain moment par Jaurès et par les socialistes, parce que au nom de cette volonté de tout dépolitiser, de tout rendre, tout transformer en problème concret qu'il faut aborder sans préjugés idéologiques, il va mener un nouveau conservatisme que va dénoncer Jaurès. Donc on peut aussi avoir parfois l'impression que les gens qui ne veulent pas évidemment avoir de culture et autres, ils sont condamnés quand même à revivre des choses qui ont déjà un petit peu eu lieu. Et pour donner des éléments parfois plus positifs, même si on lit peut-être moins ou on parle moins d'histoire et de Jaurès un peu partout, il vient d'y avoir un livre qui paraît en coréen sur Jaurès, que, comme j'ai préfacé, malheureusement, j'ai toujours pas reçu de la part de Chronopost qui a quelques difficultés en France. Enfin, un livre vient de paraître en coréen que j'ai préfacé notre ami Roe Song-kyung. Il y a quelques mois, il y a eu un livre en turc sur Jaurès qui est paru aussi. Il y a des livres de Jaurès qui sont au village du livre. Il y a eu des œuvres, d'anthologies, des biographies.
il y aura de nouvelles biographies un jour. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qui existe toujours, qui n'est pas épuisé. C'est quand on se promène dans les allées de la Fête de l'Humanité, on voit parfois Jaurès. Regardez le stand de la Haute-Garonne, une exposition sur la laïcité, grand portrait de Jaurès. Je l'ai vu dans d'autres devantures également de stands. On sait qu'il est présent parfois ailleurs. Là, justement, pour nos activités muséales, j'ai acheté une bouteille de vin des Amis de l'Humanité parce qu'il y a Ernest Pignon et Ernest et sans représentation de Jaurès, mais j'en ai rapporté une il y a 15 jours de Toulouse, faite par des socialistes de Haute-Garonne. Il y avait la bière Jaurès de la Fédération du Nord et avec la bière Fabien Roussel. Donc parfois c'est des éléments un peu folkloriques, parfois c'est des livres, parfois c'est des études, parfois c'est des souvenirs, parfois ce sont des comparaisons. Moi ça m'a touché que tu compares Jaurès à Camus, Sartre, Gramsci, parce qu'on voit bien c'est quand même des traditions politiques très différentes. Hein, il y a un communiste, et après, bon, justement, Camus et Sartre, c'est deux images de la gauche qui échappent un peu aux traditions socialistes et communistes et qui ont été à un moment très opposés entre eux. Mais on voit qu'il y a de quoi toujours se nourrir chez Jaurès. Et à mon avis, disons, la recherche de l'inaccessible étoile et du changement et de l'espérance qu'un jour on changera des choses, on ne sait pas encore vraiment par quels moyens et autres, mais il y a toujours à s'inspirer des analyses, des réflexions de Jaurès, parce que justement, il n'y a pas quelqu'un qui en général veut conclure à une seule voie, mais qui examine toujours des tenants et aboutissants, et qui essaye de montrer en quoi telle solution peut être préférée, mais elle présente des inconvénients, telle autre pourrait être intéressante ou pas. Donc c'est un excellent, je dirais, accompagnateur de politique, de culture et de vie. Et ça continuera, je crois. Belle conclusion. Merci à tous. Merci Jean-Dumas Ducange. Merci Gilles Candard. Merci mon Charles. On n'en a pas fini avec Jaurès, c'est tout. Voilà. On passe à la partie concert, jazz dans quelques instants. Ils vont faire les balances. Merci à tous les trois.